Je vais appeler Pascal Blanchard, historien, à venir nous rejoindre. Pascal Blanchard, je le disais, il est historien, il anime aussi un groupe avec Achac. Et il travaille essentiellement sur les questions évidemment de décolonisation, de colonisation. Et là, tout à l'heure, lorsqu'on parlait de Gaza, évidemment, on est au cœur de ce sujet. Mais comme il sait aussi faire sa pub, il travaille aussi sur le colonialisme d'un personnage dont on n'imaginait pas, si vous lisez ce livre, on n'imaginait pas à quel point c'était un colonialiste. Ça s'appelle François Mitterrand, le dernier empereur, de la colonisation à la France-Afrique, sous la direction donc de Pascal Blanchard et de son collègue historique, Nicolas Bancel. Bonjour. Bonjour. Morad, je crois qu'il y a une intervention du docteur Potvin. Ah, très bien. Oui, il y a une consultation au cabinet qui méritait du coup ces 2 petites minutes. J'ai reçu quelqu'un donc qui voilà me parlait d'éco-anxiété, etc. Et une de ces manières de lutter contre l'éco-anxiété, eh bien, c'est de faire partie d'une association. C'est bien ça, si je ne dis oui, c'est ça, d'une association qui s'appelle les Relais Jeunes. Et du coup, pour vous parler des Relais Jeunes, nous avons avec nous Lisa qui va du coup pouvoir nous introduire cette association et ce qu'elle peut faire pour lutter, ce qu'elle fait pour lutter contre l'éco-anxiété. Du coup, le Relais Jeunes, c'est un périple à vélo qui est organisé tous les ans depuis maintenant 4 ans. En fait, ce sont plein de jeunes qui se sont organisés il y a 4 ans après le Covid pour se mobiliser pour la justice sociale et l'écologie. Et le but, c'est qu'on vit en collectivité pendant 2 mois, parfois plus, avec un sujet phare chaque année. Cette année, donc, on s'est organisé pour partir 2 mois sur l'agriculture et l'alimentation, de Montpellier jusqu'à Brest, donc du 14 juin au 16 août. Il y a des gens qui viennent 1 semaine, d'autres 2 semaines, d'autres 2 jours, d'autres 2 mois. Et donc, on cherche vraiment à gagner en visibilité parce que c'est un projet absolument génial qui, personnellement, m'a changé complètement ma perspective sur la place qu'on a à jouer dans ce monde, parce qu'en fait, on rencontre énormément de gens mobilisés et ça donne tellement d'espoir juste de dépasser cette impuissance en rencontrant en fait d'autres gens passionnés et intéressés. Donc c'est vraiment génial. En termes de vélo, on fait du vélo le matin souvent et on fait des rencontres l'après-midi. Et il y a des groupes de niveaux donc adaptés selon tous les niveaux sportifs, on va dire. Voilà, là par exemple, on va rencontrer des chercheurs, des politiques, beaucoup d'agriculteurs, de paysans sur l'agriculture. Et des collectifs d'habitants aussi. Si jamais vous avez envie de faire des dons, c'est toujours possible. Il nous manque encore un tout petit peu de sous pour partir, mais normalement ça devrait être bouclé. Donc avant le 14 juin, on part le 14 juin. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur LinkedIn aussi. Donc ça s'appelle le Relais Jeunes. Je pense pas avoir besoin d'épeler ça. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup Lisa. Et puis du coup, maintenant, place au plateau. Merci beaucoup à tous les deux. Et Pascal Blanchard, petit portrait par notre amie Laura. Pascal Blanchard est le premier vice-président écologiste de la métropole de Lyon, en charge de l'urbanisme. Hop, Laura, il y a une erreur. Attention, Laura. Pascal Blanchard n'est pas élu. C'est pas le bon Laura, c'est pas le bon. Trop de Wikipédia, Laura, trop de Wikipédia. Non, mais elle est excusée puisqu'elle est dans l'école qui sera demain l'école Bolloré. Pascal Blanchard, c'est un peu l'enfant illégitime de Frantz Fanon et de France Culture. Voilà. Avec une mallette remplie d'archives coloniales, une équipe de co-auteurs qui change tous les 6 mois et un goût immodéré pour les photos ethnographiques, il s'est imposé comme le VRP attitré de la mémoire coloniale Made in France. C'est mieux. Historien, doctorant. Chercheur, confirmé. Conférencier, tous les week-ends. Consultant, why not? Commissaire d'expo, parfois. Documentariste, ah oui, ça aussi. À ce rythme-là, la seule chose qu'il n'a pas encore faite, c'est une collab avec Amazon Prime. Tout à fait. Blanchard, c'est celui qui peut te raconter la violence symbolique de l'exposition coloniale de 1931,
tout en vendant une expo sponsorisée par BNP Paribas. Tout à fait. Pascal Blanchard, c'est ce type qui fait un travail monstre sur les zoos humains du passé, tout en remplissant les musées d'aujourd'hui avec des montages géants d'images chocs en 4K. Certains le trouvent trop médiatique, d'autres trop militant, d'autres juste trop. Mais personne ne peut le nier, il est devenu incontournable. Quand Blanchard parle de fracture coloniale, il ne pense pas seulement à un concept sociologique. Il pense aussi à un bon titre de livre, à un sujet de plateau télé et à une idée de docu avec voix off de Joy Star. Au fond, Pascal Blanchard, c'est un peu l'historien que la République adore inviter pour conjurer les fantômes, tout en les gardant bien sous verre. Et qui sait, peut-être qu'un jour, il y aura une rue à votre nom, Pascal. C'est tout à fait possible, bravo. On peut l'applaudir. Merci Laura, donc étudiante en dernière année à l'ESJ Paris. En tout cas, bonne continuation Laura. En fait, Pascal Blanchard, vous êtes une entreprise à vous tout seul, c'est ce que vient de nous dire Laura. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes chercheur et que contrairement à un certain nombre d'autres chercheurs, vous avez compris très vite qu'il fallait peut-être aller chercher son propre financement plutôt que d'attendre le financement des institutions. Si on prend l'ancienne ministre de l'Université et de la Recherche, Madame Vidal, elle vous aurait tout de suite traité d'islamo-gauchiste. Elle l'a fait. Elle l'a fait, ça ne m'étonne pas. De wokiste. Elle l'a fait. Ça ne m'étonne pas non plus. Donc de toute façon, il fallait aller chercher des budgets ailleurs. Et vous êtes dit, après tout, pourquoi pas faire le musée de la vache qui rit ? Tout à fait. Aujourd'hui, si on parle de colonialisme en France, si on parle de Mitterrand le colonialiste, c'est un peu grâce à la vache qui rit. C'est un peu résumé une parabole. La parabole, elle est essentielle quand on travaille sur la question coloniale. L'histoire de l'immigration, l'histoire des rapports de force dans les empires coloniaux. Il est évident que depuis une trentaine d'années, si on avait dû attendre que les budgets publics soient alloués à ce type de recherche, d'ailleurs en France, dans toute l'Europe, aux États-Unis ou ailleurs, la recherche n'aurait pas beaucoup avancé. Donc il a fallu aller trouver d'autres territoires de subventions pour arriver justement à faire que les équipes de chercheurs puissent arriver à travailler sur ces questions. Je rappelle qu'on est dans un pays où la question coloniale fait encore débat, où travailler sur l'immigration fait encore sujet, que travailler sur les rapports de force qui sont en lien avec les dominations raciales sont encore des sujets qui peuvent paraître tabous. Et que ces sujets-là font encore question sur la manière tout simplement de pouvoir y travailler avec le recul nécessaire. Donc il faut d'abord donner des moyens, parce que sans moyens, vous n'êtes pas capable d'arriver à produire du savoir. Donc il faut être simple. Soit vous attendez que les élites politiques, les élites administratives vous donnent les moyens de faire, ou alors vous allez chercher ces moyens pour justement faire changer l'état d'esprit des élites politiques. Et donc c'est ce qu'on a fait depuis une trentaine d'années, en se mettant d'abord en collectif, ce qui n'est pas forcément très classique pour des chercheurs qui se mettent ensemble, en unifiant nos forces, et Morad en sait quelque chose, puisqu'on a travaillé ensemble sur des films, en travaillant en coproduction, en travaillant avec les éditeurs, en étant coproducteur des expositions qu'on veut faire. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous pouvez faire les expositions que vous voulez faire. C'est comme un média. Quand dans votre média, votre patron vous impose de ne pas écrire sur un sujet, vous ne pouvez pas écrire dans ce média sur un sujet. Et nous, on a inversé le mécanisme. On a créé la force du média pour pouvoir travailler sur nos thèmes. Et c'est pour ça qu'on a pu faire plus de 70 livres, une centaine d'expositions, des documentaires, qu'on travaille sur plusieurs pays et aires géographiques, que ce soit en Afrique, sur le continent américain, en Europe, en Asie, et qu'on arrive à travailler sur la question coloniale, et qu'on n'est pas dans l'imposition des sujets que les autres vont nous autoriser à faire, par exemple sur le Mitterrand dont tu viens de parler, Mo, mais sur d'autres sujets, de pouvoir choisir nos thèmes. Si on avait attendu que le pouvoir politique nous dise travailler sur la fracture coloniale dans les années 2000, on n'aurait jamais travaillé dessus parce que personne ne l'aurait demandé. Travailler sur les zoos humains, par exemple, sur les exhibitions coloniales, si on avait attendu que le pouvoir politique nous dise « il faut travailler pour comprendre l'origine du racisme sur l'histoire des zoos humains », on n'aurait jamais travaillé ces questions-là. Les zoos humains, peut-être, Pascal, une petite explication. Donc c'est l'Expo universelle, 1931, 32 millions de visiteurs. Et là, nous, on peut le dire, puisqu'on avait fait un film sur les Noirs en équipe de France de football, celui qui avait inauguré à l'époque l'exposition coloniale. Blaise Diagne. Blaise Diagne, dont le fils était le premier joueur de football noir. Raoul Diagne. Raoul Diagne, bravo, il connaît bien sa leçon. Et surtout, il était sous-secrétaire d'État aux colonies. Et il était sénégalais. Tout à fait. Et c'est tout le paradoxe de l'histoire républicaine coloniale française, c'est qu'elle n'est pas simplement une histoire qui s'est passée là-bas. L'histoire coloniale, elle s'est aussi passée ici. Elle a fabriqué une manière de penser le monde, elle a fabriqué une part de la République, elle a construit une relation au monde complexe dont on hérite aujourd'hui et dont on n'a pas forcément tous les fils pour arriver à les dénouer dans le présent.
On est dans un pays, on serait certainement le dernier pays européen avec l'Italie, qui a eu un jour un empire colonial, l'Italie, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, l'Angleterre, qui aura un musée d'histoire coloniale. C'est quand même paradoxal dans le pays qui se targue d'avoir des musées de tout, de tous les sujets possibles et imaginables. Il y a 22 musées du sabot en France et il n'y a aucun musée d'histoire coloniale. Ce qui veut dire que cette histoire, si elle ne rentre pas au musée, c'est qu'elle fait encore débat, tabou, question. Elle fait ambiguïté et donc, par définition, on n'est pas capable d'arriver à digérer ce passé, donc, d'une certaine manière, à faire autour de ces enjeux-là quelque chose qui pourrait être une construction pour dépasser le poids du passé. Et on croit que tout ça ne fait que de l'histoire. En fait, c'est un peu plus complexe. On le voit bien que notre relation, quand nous allons fêter en 2034 le 500e anniversaire de l'histoire impériale française. Donc quand il y a 5 siècles d'histoire qui, quelque part, sont liés avec un pays, et cette histoire coloniale est liée avec ce pays depuis 5 siècles, eh bien, par définition, ça fabrique un récit qui est complexe à dénouer. Et il faut du temps, il faut des chercheurs, il faut des moyens, il faut de la pédagogie, il faut du récit, il faut de l'écoute. La jeune fille qui était là tout à l'heure nous expliquait qu'elle avait des formes d'angoisse par rapport à la société contemporaine. Il faut se dire que les héritages coloniaux créent aussi des angoisses, créent aussi des traumatismes, créent aussi des manières de se regarder, de se penser, et même, souvent sur les questions identitaires, des réflexes qui expliquent aussi les enjeux politiques de radicalité ou le populisme aujourd'hui. Tu parlais de musée, il y a un musée à New York qui est le musée normalement dédié aux Indiens. Les seuls Indiens dont on parle à New York dans ce musée, c'est les Inuits, c'est les Esquimaux. Et il y a juste un petit corner, un petit endroit où on parle des Indiens d'Amérique. C'est la preuve qu'il faut se battre parce que je crois aussi que le musée de la colonisation, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est un vrai combat. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on regarde par exemple dans les manuels scolaires d'histoire, ce sont des agrégés qui ont écrit ces manuels d'histoire. À aucun moment on n'a parlé des Goumiers dans la Seconde Guerre mondiale. On a parlé des indigènes. Ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré, mais à l'époque de la sortie du film Indigène, il y en avait peu. Il y en avait peu ou quasi pas. Tout à Et fait. pourtant, c'était tous des agrégés qui savaient l'histoire, qui la connaissaient, qui la maîtrisaient. Mais ça n'a rien à voir avec maîtriser un récit. Quand tu fais un récit national, et c'est ça les manuels scolaires, quand tu choisis de raconter une histoire, par définition, tu oublies les choses. Tu mets à la marge des choses. Tu décides de ne pas traiter de certains sujets. Soit parce qu'ils sont polémiques, soit parce que tu les considères comme secondaires. Pendant très longtemps, la place des femmes dans l'histoire de France a été infime ou invisible. Pendant très longtemps, la place des minorités sociales ou des classes sociales, ouvrières par exemple, ont été soit noyées dans la masse du récit, soit invisibilisées. Et par définition, ceux qui n'étaient pas les héros du récit national colonial ont été absents. Et aujourd'hui seulement, on commence à peine à voir évoluer depuis une trentaine d'années ces enjeux et on commence à les questionner pour 2 raisons. D'abord parce que la nouvelle génération n'est plus liée avec les pièges de ce passé parce qu'elle n'en est plus les acteurs, mais aussi parce qu'on comprend que notre histoire, elle ne peut pas être que limitée à une vision d'hommes blancs d'ici par rapport au récit du monde. Mais tout ça sont des mutations, en fin de compte, qu'on croit simples alors qu'elles sont extrêmement complexes. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Ça Toujours. pourrait résumer. Et encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Justement, l'idée que dans les manuels scolaires, c'est aussi une forme d'éditorialisation. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer... Je te donne un exemple. Pourquoi Trump, aujourd'hui, veut à la fois prendre le pouvoir dans les universités et à la fois prendre le pouvoir dans les musées américains? C'est qu'il a parfaitement compris que ceux qui racontent l'histoire ou ceux qui font réfléchir sur l'histoire ou le passé ou la science ont la capacité de faire que les citoyens de demain soient des citoyens éclairés. À partir du moment où vous détruisez dans l'idée des musées le fait que ces musées puissent rendre hommage à une autre histoire et que vous empêchez des chercheurs et des savants de travailler, de réfléchir pour pouvoir justement amener d'autres manières de penser le monde, vous arrivez à faire que vous maîtrisez d'une certaine manière le récit. Et si vous maîtrisez le récit, vous êtes capable de manipuler les foules. Ce n'est donc pas du tout un hasard si Trump a mis dans ses 2 priorités, 1, de détruire l'université et 2, de prendre le contrôle des musées américains. Il n'y a plus de ministre de l'Éducation nationale aux États-Unis. À Harvard, on vient de le dire tout à l'heure, il y a tous les étudiants étrangers qui malheureusement n'auront plus le droit. Ils vont devoir partir, mais quasi du jour au lendemain. Et je rappelle que dans beaucoup de facs américaines, je prends l'exemple de UCLA que je connais bien, où je vais souvent donner des cours, tous les programmes sur diversité, genre, colonialisme, questions raciales, discrimination, sont soit marginalisés, soit perdent leur budget, soit les post-doctorants sont aujourd'hui sans capacité de pouvoir continuer sur ces postes-là. C'est quoi? Quand vous n'avez plus de moyens, vous ne pouvez plus chercher. Les enseignants ne sont pas tout simplement des bénévoles au quotidien pour aller à leur travail. Vous ne pouvez pas demander à des jeunes chercheurs de ne pas avoir des bourses. Vous ne pouvez pas avoir sur certains programmes qui coûtent des budgets l'incapacité de pouvoir avancer sans moyens. Et ce qu'a parfaitement compris le Trumpisme, c'est en coupant les robinets du savoir,
vous allez pouvoir à un moment manipuler la pensée. Et là, on a quelque chose qui vaut du 1984 en termes de mission. On n'aurait jamais pu imaginer une telle capacité à détruire l'université, sauf si on remonte à une époque, les nazis. Les nazis ont été les premiers, d'une certaine manière, à détruire tout de suite et à prendre le contrôle de tous les espaces de pouvoir et les espaces de savoir. Quand vous détruisez le savoir, vous maintenez votre capacité de rester au pouvoir. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire Trump, à une vitesse accélérée. On le voit sous nos yeux d'ailleurs. On en entend parler tous les jours d'une nouveauté. Et je pense qu'il est tout à fait capable d'éradiquer, d'une certaine manière, la capacité de penser le passé, donc de penser quelque part notre présent. Donald Trump, forcément, nous donne du grain à moudre tous les jours. Ça paraît clair. C'est d'ailleurs assez terrible, parce qu'en fait, c'est lui qui donne finalement le là de la société mondiale. Parce qu'il prend la parole sur un sujet, et ça devient un sujet mondial. Oui, parce que tout à l'heure, celui qui m'a précédé à cette scène disait une chose excellente, c'est qu'on ne va pas faire la guerre à Trump à chaque fois qu'il a une mauvaise idée. Sinon, on serait en guerre toutes les 5 minutes. Et donc, il a à la fois ce rapport à la force, et il impose par la force ses idées, mais il impose aussi avec une stratégie qui a parfaitement été pensée. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en ce moment sur l'éco-responsabilité, sur la protection de la terre, sur la pensée, sur la démocratie, sur qu'est-ce qu'être américain. En fait, vous avez vu cette scène incroyable avec le président sud-africain dans le bureau et dans la Maison-Blanche, où il est en train de prendre le modèle d'un peuple blanc en train de se faire détruire en Afrique du Sud pour en fait parler aux Américains que s'ils ne se protégeaient pas, la race blanche allait disparaître aux États-Unis. Il est en train de construire quelque chose qui est parfaitement pensé. C'est un monde dans lequel il va pouvoir s'imposer comme une sorte de Big Brothers unique, et il le concentre déjà médiatiquement sur sa personne. Il donne le là. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est capable en face de rivaliser avec la chose. Qui peut rivaliser avec Trump? Qui a les moyens de rivaliser avec Trump aujourd'hui? Et toute la difficulté va être d'être capable, ce qu'on disait tout à l'heure, de s'organiser, de réagir, de pouvoir être collectif face à une machine de guerre qui est un rouleau compresseur. Alors justement, la difficulté pour un historien aujourd'hui de travailler avec méthode, avec du temps, parce qu'un historien travaille dans le temps. Est-ce qu'un tel livre, celui que vous avez avec, je crois qu'il y a une trentaine de collaborateurs, François Mitterrand, le dernier empereur, est-ce qu'un livre comme ça aurait été possible il y a quelques années? Est-ce qu'il sera encore possible à éditer? Et avec Bolloré qui quasiment aujourd'hui est en train de racheter toutes les maisons d'édition. Est-ce que ça c'est possible encore et demain? 3 questions en une, Morad, je vous reconnais bien là. La première question, c'est qu'il y a encore des éditeurs indépendants qui ont un véritable courage. Je pense à Philippe Rey, cet éditeur, et beaucoup d'autres. C'est pas parce que Bolloré aujourd'hui occupe un énorme espace dans l'espace de l'édition qu'on ne peut pas en trouver. Il y a encore des éditeurs très courageux et il faut le signaler. Deuxièmement, faire un livre en collectif, c'est d'abord une volonté des auteurs de vouloir le faire. Donc je ne doute pas qu'il y en aura encore demain. D'abord parce qu'il y a encore des lecteurs. Et le sujet de ce livre le montre. Parce qu'il y a encore dans le livre quelque chose qui est essentiel, c'est que c'est un moment de savoir que l'on conserve après et qui sert comme une bouée de référence. Donc il y aura toujours ça. Qu'il soit de plus en plus dur à faire, c'est aussi lié peut-être à une génération aujourd'hui de moins de 25 ans qui lit de moins en moins parce que les livres coûtent trop cher. Il faut se le poser. Et parce que l'habitude de lire aussi est en train de se perdre. Parce qu'on pense que le savoir passe que par ça. Et que la distance que peut prendre encore un livre, elle est essentielle parce que vous pouvez encore annoter un livre, prendre du temps dessus, le feuilleter, vous arrêter, le relire dans quelques temps. C'est plutôt ça la question qu'il faut se poser sur l'accélération du temps aujourd'hui et les modes de consommation de la lecture et du savoir. Mais je crois dans une vertu des livres qui est essentielle. Un livre aussi, quand c'est un travail collectif comme celui-là, c'est aussi une source de preuves. Vous y revenez. Vous pouvez contrecarrer tous les masses médias de faire dessus. D'ailleurs, le livre s'ouvre par une petite pique d'humour, un peu comme vous tout à l'heure en prenant une mauvaise fiche Wikipédia. Nous avons pris une bonne fiche Wikipédia, c'est celle de l'Élysée. Et sur le site de l'Élysée existe encore cette phrase incroyable qui présente François Mitterrand dans sa bio officielle comme étant un grand décolonisateur. Un livre comme ça sert aussi à un moment de contre-pouvoir, de contre-discours. Et vous, journalistes, comme nous, historiens, notre métier, c'est justement d'amener en permanence des contre-moyens de réfléchir, de donner des outils aux citoyens, non pas pour penser comme nous, mais de pouvoir penser librement parce qu'ils ont des outils dans leur réflexion qui vont leur permettre quelque part de regarder autrement le monde qui les entoure aujourd'hui. Alors, c'est vrai que le livre, vous avez raison, c'est aussi une source de documentation, et ça c'est très important, sauf qu'on voit aujourd'hui avec la paupérisation des médias, des journalistes, la paupérisation aussi des historiens, enfin de tous ces métiers, parce que malheureusement c'est de plus en plus difficile
d'enquêter, d'aller sur le terrain, parce que ça coûte de l'argent. On peut supposer aussi qu'un livre comme celui-ci, une somme de travail, d'investigation, dans un contexte difficile, parce que parler de Mitterrand, c'est forcément 81, du jour au lendemain, le changement de monde, qui était pour beaucoup vraiment du... On avait l'impression que c'était la révolution, mais enquêter à l'encontre des idées reçues, enquêter et montrer que Mitterrand, c'est pas seulement la francisque avec Pétain, c'est aussi l'Algérie, c'est aussi le colonisateur, celui qui cautionnait. Ça doit être difficile, il doit y avoir quand même des difficultés. Ouais, en même temps, je vais dire une chose, bon, et vous le savez très bien, vous avez fait des documentaires, cher ami, sur des sujets extrêmement difficiles. C'est quoi le moteur du documentariste, du journaliste ou de l'historien? C'est aussi d'aller gratter là où personne n'a été, ou là où personne n'a pu encore aller, ou là où c'est compliqué d'aller. Vous, journalistes, ça vous motive pour aller savoir, derrière les interdits, ce qu'est la réalité de tous ces murs qui vous empêchent de comprendre le monde du réel. Vous avez envie de les contourner pour arriver à comprendre. Nous, historiens, c'est pareil. Pouvoir aller plonger dans les archives, 30 ans après le départ de Mitterrand du pouvoir. On vient de fêter, il y a très peu de temps, son anniversaire. C'est 1000 fois plus grisant que de raconter une histoire qui est accessible et qui est ouverte à tous. Être les premiers à vouloir travailler sur un sujet d'ampleur, à faire une biographie du Mitterrand colonial, ça a été ludique pour toute l'équipe qui était là, parce que c'est quelque part aller dévoiler un pan d'un récit qui n'est pas connu. Et sur le fond, c'est ça notre métier d'historien, comme de journaliste. D'aller sur des sujets compliqués, d'aller sur des sujets interdits, d'aller même dans les endroits où on ne te demande pas d'aller. Tu as été au cœur du conflit en Yougoslavie, dans l'ex-Yougoslavie, t'en sais quelque chose. Quand toi et moi, des fois, on s'est posé des questions sur les sujets interdits, ça nous grise beaucoup plus, quelque part, que les sujets open. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose dans le métier qui nous passionne, qui nous donne envie d'aller comprendre les choses ou de raconter cette vérité ou de la transmettre au plus grand nombre. C'est un moteur. Pardon de le dire, mais si on n'avait que des sujets faciles, toi et moi, on se lèverait beaucoup plus difficilement le matin. On a envie d'aller les gratter, ces sujets-là. Moi, ce Mitterrand, ça fait 20 ans qu'on l'imaginait. Il a fallu du temps pour le faire, 2 années. Si on cumule le travail de tout le monde, c'est 5000 heures de travail. Mais ce travail, il vaut la peine. Il vaut la peine parce que je vois depuis maintenant 1 mois et demi les gens avec qui on signe les livres et avec qui on en discute. Je vois les conférences qu'on a pu faire ou les articles. C'est une découverte pour beaucoup parce que tout le monde avait oublié que Mitterrand avait écrit sa propre histoire, avait manipulé les faits et avait raconté son propre récit mythologique et qu'en fin de compte, le travail des historiens, c'est quelque part d'aller abattre les mythologies. Oui, mais c'est surtout dans ce livre, on apprend que pendant sa traversée du désert, il a tout fait pour effacer, gommer tout son passé colonial. Ouais, et colonialiste d'ailleurs. Parce qu'en fin de compte, Mitterrand savait manipuler sa propre histoire, mais savait aussi manipuler les journalistes, qu'il fascinait, il faut être honnête. Ceux qui ont été ses biographes, les Catherine Ney, les autres, les Gisbert, ils ont tous été fascinés par lui. Et Mitterrand, d'une certaine manière, avait une cohérence qui était simple. Son erreur de jeunesse, Vichy, la francisque, il pouvait difficilement l'effacer, mais elle s'excusait parce que c'était une erreur de jeunesse. Par contre, une erreur de l'âge adulte, quand tu rentres dans la carrière politique, les années 50, tu ne peux pas dire que c'est une erreur de jeunesse. Ministre de la Justice en Algérie. Ministre avant de l'Intérieur au début de la guerre d'Algérie. Ministre des colonies en 1950. Ministre de l'Information en 47-48, où il fabrique l'information et la propagande coloniale. Il avait un récit qui n'était pas celui de Mendès, qui n'était pas celui de Savary, et qui était encore moins celui de Rocard. Il avait fabriqué son destin politique à travers l'Empire parce qu'il croyait en l'Empire. Et il a vite compris que pour être celui qui allait symboliser la victoire de la gauche, puisqu'en 65, il est le candidat de la gauche au présidentiel, il fallait effacer cette trace du passé colonial. Et voilà pourquoi il a été un parfait manipulateur, mais aussi un magicien des mots et de l'histoire. Il a totalement manipulé son récit, et les gens l'ont cru, parce qu'il y avait une forme de cohérence dans la manière de le raconter. Il s'est présenté comme un grand décolonisateur, alors qu'en fait, c'était un grand nostalgique de l'Empire. Et on l'a découvert quand il est revenu au pouvoir, en 81. Mitterrand, parmi ses premières décisions, sera, je te le rappelle, de donner l'amnistie à tous les généraux à l'Algérie française, avec une loi où il imposera le 49-3 à ses propres députés qui étaient contre. Et il a eu en tête pendant des années de construire un mémorial à la nostalgie coloniale française à Marseille, avec Defer, qui n'aboutira pas en fait, tout simplement parce que l'air du temps ne permettait plus de faire un mausolée à l'Algérie française, mais jusqu'au bout, il restera fidèle à ses idées. Il en existe un sur la promenade à Nice. Oui, tout à fait. Là, mais lui, il allait beaucoup plus loin. Il rêvait d'un musée qui rendrait hommage à l'histoire de ces
de ces colons, de ces administrateurs, de ces militaires qui ont construit la grandeur de la France. Et c'est vrai, quand on regarde le Mitterrand d'aujourd'hui avec nos yeux d'hommes de gauche, par exemple, avec les idéaux de 81, et il y en a. À côté, vous avez l'abolition de la peine de mort. L'un n'empêche pas l'autre, mais il y avait aussi une part paradoxale de Mitterrand, une part d'ombre, on pourrait le dire, qui était ce Mitterrand le colonial. Pas besoin d'aller très loin, hein. Il suffit de regarder le mur à ceux d'Algérie, alors qu'on est aujourd'hui dans un moment où on essaye au contraire de favoriser le vivre ensemble, enfin pas tous, hein, on ne va pas parler de Retailleau et consorts ici, mais ce qu'il faut quand même dire, puisque sur le passé français, il y a eu Marseille 73, Arabicide. Explique ce que c'est. Alors, Marseille 73, c'est vrai que c'est important. Je vais faire ton rôle un peu. Expliquez un peu, Moral, s'il vous plaît. Marseille 73, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Marseille 73, c'est très intéressant parce que lorsque vous regardez aujourd'hui tous les propos d'Éric Zemmour, vous vous rendez compte que finalement, c'est juste un mauvais copieur. Il y avait un rédacteur en chef au Provençal qui s'appelait Gabriel Domenech. Et là, je me retourne vers l'historien. Qu'est-ce qu'avait dit Domenech, pas le sélectionneur, hein, qu'avait dit Gabriel Domenech dans son éditorial? Alors, je me souviens plus sur contre la syphilis. Qui était porté par tous les Maghrébins qui ramenaient en France et qui étaient venus d'Algérie. En gros, c'était un appel au meurtre. C'était un appel au meurtre contre les Algériens. Et écrit, hein, c'était pas juste un appel au meurtre de discussion de bistrot. C'était écrit dans son journal et il appelait au meurtre des immigrés algériens présents en France. On était 11 ans après la fin de la guerre d'Algérie. Et là, ce qu'il faut juste imaginer, c'est la naissance du Front National, oui, avec Jean-Marie Le Pen, avec le Grèce. Tout est parti de là, et c'est ça qui est complètement extraordinaire. Des Algériens se faisaient tuer comme des lapins, parce qu'il y avait cet appel au meurtre. En 73. En 73, que ça a duré à peu près pendant une dizaine d'années. Et c'est ça qui est complètement fou. Cette histoire-là, quand on a diffusé ce documentaire à Marseille et ailleurs, tout le monde découvrait. C'est ça qui est assez fou, alors qu'il y avait un livre de Fausto Giudice qui s'appelait Arabicide. C'est bien la preuve qu'aujourd'hui, l'historien est important. Nous, on avait travaillé avec un historien. À chaque fois, on se dit que finalement, aujourd'hui, on est tous là, on est tous d'accord pour dire qu'il faut qu'on vive ensemble, que le climat, c'est une vraie question, que l'histoire de France, elle doit se réapproprier, non pas dans la manière dont elle a été écrite par les vainqueurs, mais par tous. Et aujourd'hui, on voit bien ce focus, cette obsession sur l'Algérie. C'est ça la vraie question, et le travail que toi tu as fait avec tous ces historiens, parce que tu travailles au-delà de l'histoire, hein, avec Pierre Aski qui est ici, qui est journaliste. L'idée c'est quand même d'essayer de montrer cette France coloniale. On n'a rien à envier aujourd'hui à ce qui se passe ailleurs. Oui, et en même temps... Quand Jean-Michel Apathy, quand Jean-Michel Apathy sur RTL dit cette phrase à propos de l'Algérie et la France qui va commettre des Oradour-sur-Glane, ça fait un scandale. Mais ça fait un scandale pour deux raisons. D'abord parce qu'il rappelle un non-dit que personne ne veut entendre et parce qu'il fait un parallèle que personne peut écouter. Non, il ne le fait pas le parallèle. C'est l'idiot, pardon de le dire comme ça, mais c'est un journaliste, Thomas Soto, qui fait un rappel. C'est toujours la faute des journalistes. Non, oui, c'est pas faux, parfois. Mais c'est lui qui fait le parallèle. Il dit que vous avez inspiré les nazis. Oui, non, la France, c'est en 1830. Mais parce que les Français ne veulent pas et ne peuvent pas, aujourd'hui, par rapport à l'amnésie qui s'est construite et les lois d'amnistie qui se sont mises en place dans les années 60, et par rapport à l'amnésie qui a été professée, structurée et organisée dans ce pays, regarder en face quelque chose qui s'est passé il y a près de 60 ans. C'est en fin de compte très complexe. Et ne pas comprendre ça empêchera en fin de compte l'historien, comme après des réalisateurs, des romanciers, des romancières, des journalistes, de pouvoir s'emparer de ces thématiques et les transmettre. Il y a une incapacité pour la plupart des Français à comprendre et à regarder leur histoire coloniale en face. C'est une sorte de non-possibilité aujourd'hui. Et notre travail collectif, il est de redonner la capacité, en fin de compte, à nos citoyens d'aujourd'hui, à nos concitoyens d'aujourd'hui, de pouvoir regarder aussi, j'allais presque dire en toute tranquillité, cette histoire. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous issus de la même histoire, mais avec des mémoires différentes. Et c'est complexe quand tu n'as pas la même mémoire sur un récit et qu'en même temps, ce récit doit être partagé. Et nous, aujourd'hui, notre génération, moi je suis né après les indépendances, comme toi, on n'a pas vécu cette histoire par les faits, mais on l'a certainement vécu différemment par nos récits personnels de nos parents et de nos grands-parents. On a des héritages différents, mais dans le présent, cette histoire, on doit apprendre à la digérer et à la comprendre et à la transmettre et à la commémorer et aussi à la porter en récit pour les profs quand ils ont des élèves, pour exemple les emmener pour découvrir ce savoir. C'est complexe qu'il y a encore des enjeux politiques, on le voit bien, qu'ils soient à droite ou à gauche d'ailleurs.
il y a encore des enjeux symboliques et politiques derrière ce récit. Quand Retailleau fait la référence à l'Algérie, ce n'est pas neutre dans la longue tradition de l'histoire de la droite. Quand le Rassemblement national fait référence à cette question sur les migrants algériens, ou du Maghreb, ou de la post-colonie, ce n'est pas lié au hasard, c'est leur histoire. Quand la gauche a des ambiguïtés sur ce passé, parce que Mitterrand a été un grand ministre des colonies, ce n'est pas du hasard. C'est à nous, en fin de compte, de pouvoir expliquer tout ça pour donner des clés de décodage aujourd'hui, pour faire que la génération actuelle, je dirais presque, en sortant de la politisation du temps, soit capable de regarder cette histoire en face, parce que c'est la nôtre. On peut faire ce qu'on veut, ça reste notre histoire. Oui, mais la difficulté majeure aujourd'hui dans les médias, c'est qu'on a des gens qui arrivent avec des avis définitifs, là où le journaliste qui est censé apporter de l'information, de la documentation pour que les gens aient un avis, quel que soit leur avis. Moi, je ne suis pas là pour décider, je ne suis pas le juge, mais en tout cas, aujourd'hui, le journaliste ne va plus sur le terrain, ou quasiment plus, pour apporter des éléments factuels. Je parlais tout à l'heure de ce qui se passe à Gaza. C'est ça la vraie difficulté aujourd'hui, c'est comment, et les historiens ont le même problème pour intervenir quand il y a eu la polémique, et c'est parce que c'était sur RTL, une grande radio très écoutée, que ça a fait polémique. Mais à ce moment-là, il y a des historiens qui ont pu passer une petite tête. Oui, la difficulté aujourd'hui, c'est de passer non pas une tête, mais de venir expliquer pourquoi, oui, la France, dans sa colonisation, a été ce qu'a dit Jean-Michel Apathy, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement des massacres de grande ampleur. Mais parce que, d'abord, en fin de compte, c'est assez paradoxal, mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait que l'histoire coloniale, il y a eu des massacres de grande ampleur. Tout le monde le sait. Ce qui est difficile, c'est de le reconnaître, de le dire et de le penser. C'est ce qu'on appelle un impensé. En fin de compte, tout le monde est au courant, tout le monde sait que la violence coloniale a existé, tout le monde sait comment ça s'est déroulé, tout le monde sait qu'il y a eu des crimes, parce qu'on les voit dans d'autres situations de conflit, par exemple. Mais de penser que Français, et nous, héritiers de Français, au cœur de notre histoire de France, nous serions donc capables d'avoir commis de tels crimes au nom de la République et du pays des droits de l'homme, il y a un paradoxe. Donc le paradoxe, tu ne veux pas l'entendre. Donc à un moment, il y a un rapport de force. Mais le rapport de force, il n'est pas qu'en violence. Ça s'appelle un rapport de savoir, de connaissance. Et donc ton journaliste que tu cites, il est en fin de compte aussi le produit d'une incapacité à vouloir entendre. Il ne veut pas entendre ce qu'il ne veut pas entendre. Et la difficulté, c'est que l'histoire, c'est aussi un match de... Oui, Allez, oui. comme la boxe. Ouais. Quelque part, il faut savoir aussi rendre les coups qu'on te donne. Ce n'est pas assez un hasard si souvent... Les nationalistes, les populistes, Zemmour en premier lieu, utilisent beaucoup l'histoire pour se légitimer ou légitimer leur discours. L'histoire en France a un rapport très particulier aux politiques. Pas toute l'histoire, des pans de l'histoire, Non, ou mais- un prisme de l'histoire. Mais bien sûr, mais toujours. ouais. Dans tu vas en Algérie, tu vas au Cameroun, tu vas au Vietnam, tu vas aux États-Unis, il y a le récit national. Il y a une histoire officielle, puisque l'histoire officielle, d'une certaine manière, vient légitimer les pouvoirs en place. Après, c'est à nous, les historiens, ou à vous, les journalistes, d'aller gratter le récit officiel pour arriver à expliquer que derrière, il y a ceux qu'on n'entend pas, il y a les invisibles, il y a ceux qu'on n'a pas voulu entendre ou pu entendre. Il y a aussi une autre histoire que celle qui a été cachée. En fait, c'est tout ça que notre temps présent est en train de faire. Alors, c'est complexe, c'est toujours difficile, mais en même temps, ça se remet progressivement à l'endroit. Non, mais sur l'Algérie, il y a aussi tous ces documents qui existent Bien sûr. et qu'on a du mal à libérer, entre guillemets. Ah bah, puis il y en a certains Si qui- on est au fort de Vincennes, par exemple, on sait que ça a été largement documenté. Mais c'est hermétique. Enfin, il lâche quelquefois. Non, c'est plus compliqué que ça. Ah. C'est que vous touchez à un sujet où il peut y avoir des dossiers judiciaires. Et quand on est historien, les dossiers judiciaires qui ont impliqué des personnes avec des condamnations ou des dossiers qui peuvent être considérés comme de secret défense. Je donne un exemple très simple. Nous ne pouvons pas accéder à tous les dossiers sur les essais nucléaires français dans le Sahara. Pourquoi ? En Algérie. Parce qu'on considère, en Algérie, pas à Mururoa non plus, en Polynésie. Pourquoi ? Parce qu'on considère que ça fait appel au secret défense. Donc aujourd'hui, l'historien, quand il est confronté à ce récit, une partie des archives sont accessibles, l'autre partie non. Sur tous les dossiers juridiques qui ont pu être faits sur l'Algérie, il faut savoir une chose, c'est que les lois d'amnistie, par exemple, font qu'on ne peut plus aujourd'hui avoir la moindre condamnation en justice, quel que soit le dossier, des deux côtés de l'histoire d'ailleurs. Donc le droit, l'accès aux archives, la manière même de pouvoir transmettre un savoir peuvent avoir des difficultés de transmission. En même temps, le métier d'historien est un métier fabuleux. Nous ne nous appuyons pas que sur les archives. On s'appuie sur des témoignages, comme vous les journalistes. On s'appuie sur des sources visuelles, comme vous les journalistes. On s'appuie aussi sur des recoupements de sources qui nous permettent à un moment de faire sortir la vérité. Même Une quand vérité. Une vérité. Non, mais
Je dis une vérité parce qu'en fonction de la rive méditerranéenne où vous vous trouvez, forcément, Bien sûr. la vérité algérienne n'est pas la même que la vérité française. La difficulté, Benjamin Stora a essayé Oui, justement bien sûr. de rapprocher les deux vérités. C'est difficile, très difficile pour un historien parce qu'il y a toujours un prisme. Et la nuance a du mal. Nous, chez les journalistes, c'est très compliqué. Bien sûr. Chez vous, les historiens aussi. Mais bien sûr, mais c'est logique que le débat existe. Les faits sont une chose. La manière de les lire, de les comprendre, de les prioriser en est une autre. Je peux me permettre une Bien petite sûr. remarque, mais quand on a travaillé sur les Noirs en équipe de France de football, quand on a découvert, ou redécouvert, même si tu le savais, que Raoul Diagne était le fils de Blaise Diagne, on s'est dit, incroyable. Je ne sais pas si vous vous souvenez tous, mais Christian Carambeu, en 98, avait décidé de ne pas chanter la Marseillaise. Il se trouve qu'au même moment, il y avait Didier Deninx qui avait fait un formidable bouquin qui s'appelait L'Exposition coloniale. Non, cannibale. Cannibale, pardon. Et donc, à l'époque, Ouais. une information qui, chez les Kanaks, ne devait pas être révélée, il a répondu par le silence. Mais nous, quand on découvre, qu'on redécouvre que c'est finalement Blaise Diagne sénégalais, dont la femme était guyanaise blanche, dont le fils était le premier joueur en équipe de France, est-ce qu'on peut juger de cette histoire-là? Est-ce qu'on peut dire, après tout, Blaise Diagne, c'est lui qui coupe le cordon pour l'Expo universelle où 32 millions de personnes vont venir voir qui? Des Kanaks, des Algériens, enfin et les voir comme si c'était des animaux sauvages. C'était ça l'idée. Oui, mais en même temps, l'historien, il ne juge pas. Voilà. Notre métier d'historien, c'est pas de juger. Notre métier d'historien, c'est de raconter des histoires, en fait. C'est de pouvoir donner à chacun l'accès à l'histoire, d'aller piocher des fois des parts invisibles et de les mettre à côté de parts très visibles, pour donner du sens aux choses que l'on croit voir ou comprendre et en fin de compte qu'on ne comprend pas. Mais nous, on n'a pas à juger. Si l'historien jugeait, il serait incapable de faire son métier d'historien. C'est à d'autres potentiellement de juger quand il y a eu crime. C'est à d'autres de juger moralement quand il y a quelque chose qui peut être un anachronisme entre la République, ses valeurs et les actes qui ont été prenés. Mais nous, on doit livrer des éléments bruts qui vont permettre aux gens de juger, d'avoir un point de vue. Et c'est fondamental à comprendre parce que sinon, on ne serait pas dans notre métier d'historien. À nous, y compris. Moi, certains m'ont dit, mais pourquoi en tant qu'homme de gauche, tu fais un livre sur Mitterrand? Je dis, mais la question, elle n'est pas... D'abord, c'est mon premier tome, le deuxième tome sera sur De Gaulle. On aura un pied droit et un pied gauche. La question, elle n'est pas de savoir si dans ta démarche, tu veux juger ou pas. La question, c'est de regarder avec le regard le plus objectif possible ce que tu as été Honnête. Mitterrand le colonial. Honnête au moins. puisque- L'honnêteté, je Mais l'avais- l'objectivité à partir du moment où tu n'as pas accès à tous les documents. Mais bien sûr, Quand tu es journaliste et qu'un certain nombre d'interlocuteurs te disent on ne peut pas parler, ce qui est normal, donc on protège. Bien sûr. Mais le fait qu'ils ne parlent pas, enfin, il y a un témoignage très fort qui nous manque. Après, les gens nous disent ah oui, mais vous n'avez pas été objectif. Non. On a été honnête, on respecte les gens, mais à un moment, tu as raison, on ne peut pas aller au-delà Bien sûr. de la sécurité Mais- du témoin. Et c'est là où le travail de journaliste comme d'historien est fondamental, c'est qu'à un moment, il peut te manquer des données, mais ton métier, c'est d'arriver à expliquer quand même et à rendre audible la chose dans un temps donné. Peut-être que dans 30 ans, d'autres feront d'autres livres que celui-là. C'est très bien. Mais aujourd'hui, on est capable de livrer ce livre, et moi, je considère qu'on a eu, en fin de compte, très peu de difficultés pour le faire. Pourquoi? Parce que 30 ans après, les gens pensent que c'est rentré enfin dans l'histoire. Il y a 10 ou 20 ans, ce livre aurait été impossible. On n'aurait pas réussi à le faire. Il aurait été trop difficile. Mais aujourd'hui, sur Ouvéa, sur la Polynésie, sur l'Algérie, sur ce qui s'est passé au Cameroun, sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, sur la relation même de Mitterrand, sur les années 80, 90, sur le fait que les gens ont parlé ou ont livré des témoignages. Et la plupart ont parlé. Ils ont livré, parce que le temps est passé, tu le sais comme moi. Des fois, il est plus facile de travailler sur un fait qui a 30, 40 ou 50 ans que de travailler sur l'immédiateté, travailler sur l'instant. Et voilà pourquoi ce livre, peut-être que j'aurais pas réussi à le faire il y a 10 ans, parce qu'on aurait eu beaucoup de difficultés sur un sujet, et qu'aujourd'hui, on est peut-être rentré dans Mitterrand dans le temps de l'histoire, en fait. Et que ça y est, il fait partie de ces personnages historiques où les polémiques sont moins fortes. Et puis on s'est armaturé avec certainement les meilleurs spécialistes de la question. Donc c'est très compliqué d'attaquer un livre, par exemple, nous empêcher de le faire à partir du moment où vous avez les 40 meilleurs spécialistes sur une question, qui en plus ont des points de vue différents. En gros, vous êtes inattaquable, vous pouvez le faire, le temps est arrivé pour le faire, et l'envie. L'envie de comprendre ce que signifie aujourd'hui un Mitterrand sur la France de la diversité, ce que signifie un Mitterrand sur le fait que la France est en train de perdre sa relation à l'Afrique, de comprendre aussi l'héritage qui reste ça sur l'incapacité de penser en France la mémoire coloniale. Mitterrand nous explique beaucoup de ces choses-là, et en fait, il nous parle d'aujourd'hui. Il nous explique les grains qu'il a semés, et pourquoi la gauche socialiste a autant de mal aujourd'hui avec ce passé.
Ça nous donne des clés d'explication. Alors, Surtout a du présent. mal avec ce passé d'une manière générale, parce qu'on est là aussi pour parler du week-end des possibles. Jusqu'en 2050, on parlait du climat avec Albert, etc. On sait que le migrant va arriver de toute façon en France de manière, j'allais dire, plus importante. Ça ne sera pas une submersion migratoire comme certains voudraient le faire croire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a fait un débat il n'y a pas très longtemps sur le migrant non européen. Oui. Parce qu'on sait aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, on a besoin entre 600 et 800 000 personnes supplémentaires. Aujourd'hui, pour que les agriculteurs, les éleveurs qui sont passés au bio puissent avoir des gens pour travailler avec eux, les restaurateurs, les hôteliers, il y a tout un tas de métiers, de filières aujourd'hui qui sont en tension. On est un des pays qui reçoit le moins de migrants. L'Iran a plus de 8 millions de migrants. 8 millions. En Afrique, c'est souvent d'ailleurs des déplacés. Les pays reçoivent beaucoup plus de migrants que l'Europe. Comment va-t-on faire aujourd'hui pour accueillir ces migrants de manière digne, pas comme on le fait aujourd'hui? La question, si tu me permets, moi, elle se pose pas en ces termes-là. Si tu fais en France un référendum, et rappelle-toi qu'il y a un débat actuellement pour potentiellement un référendum en France, et tu demandes aux gens s'ils veulent qu'il y ait plus d'immigrés en France. Tu vas avoir 67 à 72% des gens qui vont répondre non. Le dernier sondage, c'est ça. Mais si tu changes la question et que tu dis, est-ce que vous voulez conserver 50% de votre retraite en refusant que des migrants arrivent, ou voulez-vous 100% de votre retraite en ayant des migrants qui arrivent pour occuper les 600 000 postes de travail qui manquent? 80% des gens répondront oui. C'est-à-dire que là, en fait, tu fais soit tu es journaliste au Figaro, non. ou à Frontières, ou à Valeurs Actuelles, soit tu es journaliste non, je pose la question à Mediapart. Je pose la question en fonction de l'angle d'attaque de la réflexion qui est posée. Aujourd'hui, sur l'immigration, il y a plusieurs strates. Il y a des strates économiques, je viens d'en citer une. Il y a des strates qui sont liées à l'altérité. Tu sais très bien que si demain matin, tu demandes aux gens, est-ce que vous voulez des migrants qui viennent d'Ukraine ou des migrants qui viennent du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne? Tu sais très bien que la réponse ne sera pas la même. Ukraine. Donc, il y a aussi un débat d'altérité. Si tu poses la question en fonction du territoire où tu te places, entre la Haute-Loire ou le 9-3, Seine-Saint-Denis, la question ne sera pas posée avec les mêmes termes. Ce que je veux dire, c'est que notre problématique, on le sait, pour des raisons démographiques, mais qui était exactement la même en 1880-1890, il fallait faire des soldats pour combattre l'Allemagne, donc on a fait des étrangers, des naturalisés et des Français. Quand il y a un pragmatisme dessus, les frontières s'ouvrent, et l'accueil est toujours à la hauteur. Quand il y a des peurs identitaires, on l'a connu dans les années 30, dans les années 50, l'Amérique les connaît aujourd'hui, l'Europe les connaît aujourd'hui, y compris pour des pays à faible immigration en Europe, la peur de l'autre, je dirais, subsume, domine, le fait de souhaiter, de vouloir avoir une relation à l'autre ouverte avec des frontières ouvertes. Oui, mais pardonne-moi, mais on l'a bien vu. Je ne sais pas encore. On l'a bien vu à Calais et même dans la région Rhône-Alpes, des gens ont accueilli des migrants. Mais toujours. Et ils ont été poursuivis. C'est-à-dire qu'à un moment, on a judiciarisé ce que moi j'appelle un acte humain normal. Oui, mais tu le sais très bien pourquoi, puisqu'aujourd'hui la loi considère aujourd'hui que être clandestin, c'est illégal. Et à partir du moment où tu veux répondre à l'opinion publique, et on le voit bien sur les questions du ministère de l'Intérieur, c'est devenu un nouvel enjeu, et l'enjeu de l'immigration est devenu un enjeu central, et bien par définition, tu vas commencer à stigmatiser ceux qui peuvent aider les migrants, puisque tu en fais une politique publique qui annonce qu'il y aura de moins en moins d'étrangers, de moins en moins d'accueil, voire même, je le rappelle avec l'AFD, qui est l'association, l'Agence française de développement. Non, pardon. L'Allemagne. L'Allemagne, pardon, qui a pris le pouvoir, pardon. Et l'AFD a un discours de réimmigration. Donc on voit bien que le discours est en train de s'installer comme aux États-Unis. Angela Merkel a laissé entrer 1 million de migrants. Et c'est pour ça que l'AFD tient un discours en disant qu'ils ont une autre posture où l'Allemagne doit retrouver son identité. On voit donc bien que le débat, il n'est pas simplement un débat froid. Il est un débat qui touche à plein d'enjeux économiques, politiques, culturels, identitaires, altérité. Et tous ces enjeux-là, il faut aussi partir dans la manière dont on se perçoit. Dont on se perçoit en tant que Français, en tant qu'Allemand, en tant qu'Américain. Et en même temps, tu viens de le dire, le risque, justement en lien avec le phénomène écologique, le risque avec de plus en plus de difficultés liées à l'eau, le risque avec des guerres et des conflits dans les pays du Sud ou dans les pays à l'Est, aujourd'hui à l'Est, au Moyen-Orient et autres, font que le flux migratoire, d'abord Sud-Sud, mais aussi Sud-Nord, risque de devenir de plus en plus important. Et en fait, ça va être l'enjeu des 20 ou 30 prochaines années, de voir comment les opinions publiques et les pays occidentaux vont évoluer chaque jour. Mais
Ce sera valable aussi pour la Chine. Ce sera valable pour d'autres pays qui devront se poser la question. Le Japon, qui ne s'est jamais posé cette question, Exactement. qui n'a jamais accueilli de migrants, aujourd'hui s'interroge Et parce ça que paye sa vieux. population vieillit. Exactement. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est comment, alors qu'on sait qu'on aura besoin de ces migrants, Oui. comment est-ce qu'on fait pour les accueillir dignement? Bien sûr. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que, en gros, ce que tu disais, 50% des retraites soient assumées, que n'importe qui puisse demain se dire je vais pouvoir partir à la retraite avec ma retraite, ma pension. Quand des hommes et des femmes politiques poseront la question ainsi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu ne poses la question qu'au niveau de l'altérité et de la peur de l'autre, les gens te répondent non. Mais si tu commences à la poser comme une politique globale et de réflexion, les gens, par définition, penseront autrement. Sauf que dans le champ politique, les populistes l'ont emporté aujourd'hui en ayant une réflexion qui est fondée sur l'altérité et la peur. Et c'est eux qu'on entend. On les entend aux États-Unis comme en Europe. C'est à nous, citoyens, d'inverser ce rapport de force. C'est un peu comme Caton l'Ancien de l'Empire romain qui tous les jours disait « il faut détruire Carthage, il faut détruire Carthage ». Dans des discours, même sur le prix du pain, il disait « il faut détruire Carthage ». Qu'est-ce qu'il est devenu? Carthage a été détruit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le discours que vous entendez tous les jours dans les médias, malheureusement, à un moment, il commence à infuser. On est d'accord? Mais toujours, mais c'est pour ça que le rapport aux médias, le rapport au savoir, on en parlait tout à l'heure quand on a commencé sur Trump, à la connaissance, est fondamental. Si tu laisses aux populistes, si tu laisses aux manipulateurs, si tu laisses aux fascistes la capacité de contrôler le savoir et le pouvoir de la science et les musées et les médias, tu as perdu. Nous sommes dans un rapport de force. Pensez que la bonne pensée, la bonne parole, la bonne idée pourra fonctionner sans ces relais habituels, sans de la conscience, sans du savoir, sans de la connaissance, sans la transmission, c'est une utopie. Il y a donc un rapport au pouvoir du média et un rapport au pouvoir des médias, à la transmission. Tu ne fabriques pas une génération de gens qui pensent, tu n'as pas les outils pour les faire penser. Donc aujourd'hui, si l'extrême droite a décidé de s'emparer un peu partout des outils de transmission, du savoir et de la connaissance, c'est parce qu'ils sont parfaitement conscients du rapport de force qu'ils veulent instaurer. Oui, mais là, tu parles de l'extrême droite. Or, aujourd'hui, on le voit bien. Je vais citer une anecdote des petits débrouillards qui, en Moselle, ont été confrontés directement à un préfet, alors que leur travail quotidien depuis plus de 30 ans, je pense, c'est toujours d'apporter de la connaissance scientifique aux plus jeunes. On les a traités, un préfet les a traités de wokistes, alors que leur travail, depuis le début, c'est justement d'apporter de la connaissance, de vulgariser la science. Oui, mais là, c'est un exemple parfait que tu viens de donner. Aujourd'hui, être traité de wokiste, c'est à peu près tous les jours et 5 fois par jour. Si tu parles d'altérité, si tu parles d'antiracisme, si tu parles d'immigration, si tu parles d'égalité, si tu parles de culture, si tu parles de questions de femmes, si tu parles du combat des femmes, tu parles de féminisme, le mot enveloppé pour te marginaliser dans ton discours, à une époque, on t'aurait dit communiste. À une époque, on t'aurait dit anti-républicain. À une époque, on t'aurait traité de judéo-maçonniste. À une autre époque, ça va être... wokiste aujourd'hui est devenu cette mallette qui emplit tous les discours pour pouvoir couper une parole possible et quelque part de fabriquer une forme d'ennemi commun. Donc, cette histoire-là, quelque part, autour du wokiste, c'est quelque chose qui a été une parfaite invention d'ailleurs qui a fonctionné. Puisqu'aujourd'hui, elle désigne un ennemi à travers un terme et elle fait que même une autorité publique peut vous désigner sous ce terme-là. Et elle simplifie en un mot une idée. On te discrédite, on te délégitime, c'est ça? Oui, en gros, tu es islamo-gauchiste, tu manipules, tu es anti-républicain et quelque part, tu ne défendrais pas les bonnes idées de la République, donc tu es un wokiste. Et regardez comment aux États-Unis, ce mot a eu un succès incroyable dans la campagne, comment dans plusieurs campagnes électorales en Europe, on le retrouve aujourd'hui, et comment il est devenu un mot du vocabulaire politique. Un livre d'Edgar Morin, dont la fondation est ici à l'Académie du Climat. Réveillez-vous. Woke, ça veut dire quoi? Woke, normalement, ça voulait dire merci. L'éveil. Bon, en même temps, il faut être conscient que dans le wokisme, il y a 50 variétés et variantes du wokisme. Et que certaines peuvent avoir des formes de radicalité, sinon ce serait utopique de ne pas regarder la réalité en face, qui peuvent être des radicalités qui sont quasi des radicalités qui aujourd'hui sont aussi violentes que ceux qui s'opposent au wokisme. Il faut en avoir conscience parce que sinon nous serions dans une utopie, je dirais, idéale, d'un monde idéal. Non, les radicalités existent de tous les côtés. Et ces radicalités, justement, ont fabriqué une peur. Et en surfant sur ces radicalités, eh ben, le discours anti-woke est devenu un des piliers, je tiens à le dire, aussi bien du Trumpisme qu'aujourd'hui en France du Rassemblement National, que de l'AfD en Allemagne et que de Mélanie en Italie. On sent bien qu'en France, les politiques aujourd'hui s'inspirent beaucoup du Trumpisme. Parce que finalement, Trump, qui a quand même été condamné pour avoir
poussé ses forces à envahir le Capitole, il est revenu par la voie des urnes. Et on voit bien qu'un certain nombre, on ne citera pas de nom ici, d'anciens politiques se disent tiens, pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Ça veut dire que c'était Hannah Arendt, la philosophe allemande, qui disait on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Pourtant, on voit bien dans plein de pays, alors qu'on sait, eh ben l'extrême droite revient. Alors que la droitisation de la société, ça devient quasiment, légitime. Non, c'est pas que c'est légitime. Elle correspond à une ère du temps. On l'a vu, rappelle-toi, j'avais écrit il y a quelques années avec quelques collègues un livre sur le retour des années 30. Et on vit à peu près un mécanisme politique, un ressenti, une ambiance, je l'appelle comme une temporalité avec les mêmes enjeux. Trump est ni plus ni moins que le modèle ultime et le modèle de référence et de la victoire et de cette idéologie. Mais cette idéologie, elle est partagée aussi bien au Brésil, qu'elle est partagée en Europe, qu'elle est partagée dans beaucoup de pays, qu'en Inde de chez Modi. Cette idéologie-là, c'est pas neuf. Simplement, ce qui est neuf, c'est qu'elle arrive au pouvoir. Ce qui est neuf, c'est qu'elle gagne des élections. Ce qui est neuf, c'est qu'elle utilise la démocratie pour arriver au pouvoir. Ce qui est neuf, c'est qu'elle est capable en plus d'avoir une vision mondialisée, passer alliance. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on a affaire à un contre-discours antidémocratique qui a ses référents, ses idées, ses succès électoraux, mais surtout pour la première fois, quelque chose aussi qui est fondamental, le sentiment qu'elle peut l'emporter partout. Donc oui, Trump devient un modèle. Il devient un modèle tout simplement parce qu'on se dit qu'en prenant ce cheminement-là, les opinions publiques sont prêtes. Oui, c'est ça qui est assez fou, c'est d'imaginer aujourd'hui que le discours de l'extrême droite est même complètement ripolliné. À l'époque, j'avais fait un portrait de Marine Le Pen, j'avais passé 6 mois avec elle, c'était en 2004 lorsqu'elle avait perdu les élections régionales. Et c'était assez incroyable de voir la manière dont elle essayait, elle, J'avais travaillé avec Erwan Lecoeur, qui est un sociologue qui est spécialiste de l'extrême droite. On se rendait compte à quel point elle essayait, et on le voyait qu'il y avait de plus en plus d'énarques qui rejoignaient, de hauts fonctionnaires qui rejoignaient l'extrême droite. Mais c'est dingue, elle a quand même réussi. Je ne sais pas si elle a réussi, c'est qu'en tout cas l'ère du temps fait que maintenant ce qu'a été les fondements du FN et qui est devenu le RN et de beaucoup d'autres partis dans toute l'Europe et pas simplement en France correspondent à une attente en tout cas d'une partie de l'opinion. Et cette opinion publique aujourd'hui, elle est prête d'une certaine manière, non pas à voter les yeux fermés, ce qu'on a cru pendant très longtemps, mais à valider les idées posées par ces partis populistes. C'est là où il y a une vraie dangerosité. C'est là où on doit se questionner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les électeurs de Trump savent pourquoi ils votent Trump. Même s'ils le regrettent pour certains. Aujourd'hui, oui, on commence à les voir dans les rues manifester. Pas forcément d'ailleurs ses électeurs à lui. Non. On attend encore un peu de voir ses électeurs à lui passer du Capitole à la rue pour manifester contre Trump. Ce que je veux dire, c'est que la société de la peur qu'amène Trump, une société aussi avec un discours racialisé, une société aussi qui a été quelque part qui a abandonné de tenir un discours au monde ouvrier, aussi bien en Europe d'ailleurs qu'aux États-Unis. Un discours extrêmement masculiniste, un discours anti-écologiste. Ça correspond à une part de l'opinion. Les gens savent très bien, ils veulent forer des puits de pétrole. Ils veulent que les hommes restent au pouvoir. Ils veulent que ce soit une société blanche qui domine. L'Amérique, c'est un peu Las Vegas-issé. Oui, tu peux dire ça comme ça. Tu arrives devant une machine à sous, tu mets de l'argent et tu penses que tu vas être millionnaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, Donald Trump, c'est quand même l'émission The Apprentice, oui, où il faisait croire à tout le monde qu'il pouvait du jour au lendemain devenir entrepreneur. Mais ils veulent devenir entrepreneurs maintenant avec des hommes qui restent au pouvoir, plutôt avec des blancs, plutôt avec une société qui ne respecte pas la nature parce que ça rapporte de l'argent. Donc ce modèle a trouvé aussi une transposition dans le temps présent qui correspond à une majorité d'électeurs. Et l'erreur du Parti démocrate, ça a été en phase de ne pas être capable de proposer un contre-modèle de société. C'est à nous aussi d'amener des contre-modèles de société et de considérer que les électeurs ne sont pas des abrutis, mais sont des gens qui votent avec conscience. L'erreur qu'on pourrait commettre, c'est que les 52% de gens qui ont voté Trump ne sont que des imbéciles. Ils ont voté aussi pour leurs intérêts, ou du moins ils ont cru défendre leurs intérêts. Mais c'est un peu comme le vote RN aujourd'hui ? Oui, exactement, parce que le vote RN aujourd'hui n'est plus un vote d'exception, n'est plus un vote simplement de rage et de haine. Et pour bien le comprendre, beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques devraient aller regarder ce qui s'est fait aux Antilles, à Mayotte, à La Réunion, et pourquoi le RN, comme Mélenchon d'ailleurs, ont eu des scores aussi importants au premier et au deuxième tour. Ceci nous Mayotte, peut-être le préciser, Mayotte, le RN a fait 65% des voix. Même un peu plus, je crois. Bon. Alors, dans certaines communes, oui. Ce qu'il faut quand même préciser à Mayotte,
c'est qu'ils sont tous comoriens. La France a organisé un référendum. Mayotte, on avait décidé, puisque c'était là où il y avait les grandes oreilles dans l'océan Indien, il fallait garder Mayotte et il fallait libérer, entre guillemets, donner l'indépendance aux 3 autres en jouant la Grande Comore et... J'ai oublié. Maëlie Oui, j'ai oublié. Voilà. Et c'est ça qui est le plus dramatique. C'est qu'aujourd'hui, les Mahorais, donc ceux qui, évidemment, étaient comoriens, se comportent très très mal avec les migrants comoriens qui viennent. Ils les exploitent. Et c'est les premiers qui, aujourd'hui, votent RN en disant « on en a marre des Comoriens, des étrangers ». C'est un truc de fou. Oui, mais en même temps, tu découvres que penser que le système xénophobe ou le débat sur l'altérité ou la haine de l'autre ne serait qu'une production d'Occident, ce serait avoir complètement oublié ce qui a fait l'histoire du monde. Je rappelle que sur les 10 dernières années, un pays qui, par rapport à la proportion de ses habitants, a expulsé le plus d'immigrés, c'est l'Afrique du Sud. Je rappelle qu'un pays qui est extrêmement xénophobe avec les travailleurs sénégalais, camerounais, zimbabwéens et qui arrivent du Botswana, c'est l'Afrique du Sud. Oui, aussi donc, le Gabon. Ouais. Quelque part, il faut comprendre que le monde... Regardez ce qui s'est passé en Tunisie avec les migrants subsahariens. Ça a été d'une violence extrême et même, d'une certaine manière, d'une violence mortifère. Puisqu'on les a ramenés au cœur du Sahara, au cœur du désert, au port du désert. Pour les laisser crever de faim, Tu de le sais soif. comme moi. C'est Voilà. d'une violence extrême. Donc ça veut bien dire que ces enjeux dont on est en train de parler, aujourd'hui, ils existent dans différentes sociétés. Et ces tensions, c'est pour ça que c'est très important d'expliquer que le modèle trumpiste n'est pas qu'un modèle occidental. Un Modi en Inde est en train de développer exactement le même modèle sur la société hindouiste. Donc c'est à nous justement de démontrer que et les valeurs de l'universel avec tous leurs biais et leurs défauts, et les valeurs de démocratie, et la capacité de vivre ensemble, et la protection de la terre, ne sont pas des enjeux qui sont antinomiques avec les attentes des citoyens. Mais c'est intéressant aussi à propos des États-Unis, puisqu'on a là des Mexicains qui ont voté Trump, Mais bien sûr. qui sont les premiers à créer, entre guillemets, des milices, les fameuses Minutemen, qui vont contrôler le mur. Bien sûr. C'est ça qui est fou, et tu as raison de préciser. Mais tu sais pourquoi? Tu sais comme moi que dans tous les sondages intergénérationnels, généralement les migrants de la 2e génération ont toujours peur que la nouvelle génération migrante remette en péril leur statut dans la société dans laquelle ils sont installés. Donc une partie d'entre eux, je rappelle que 53% des Asiatiques aux États-Unis ont voté Trump. Alors, il y avait un documentaire formidable de Yves Geland sur les Juifs en France, avec une interview de Badinter, qui expliquait que lorsqu'ils sont arrivés, les premiers Juifs sont arrivés en France, ils ont eu les pires difficultés. Les Français les acceptaient absolument pas, un peu comme les Arabes aujourd'hui et les Noirs. Ce qui s'est passé lorsque les Séfarades sont arrivés en France bien plus tard, il expliquait, Robert Badinter, il expliquait qu'eux-mêmes avaient mis des obstacles pour que les Séfarades s'intègrent en France. C'est exactement ce que tu racontes là. Mais le plus fou, pour revenir aux États-Unis et le Mexique, c'est que si aujourd'hui il y a des migrants mexicains qui viennent aux États-Unis, c'est pour une simple et bonne raison. Le Colorado aujourd'hui, qui est source de vie, n'arrive pas jusqu'au Mexique. You use it or you lose it, c'est vraiment un acte fondateur de la conquête de l'Ouest aux États-Unis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Américains, avec le canal américain, préfèrent prendre toute l'eau plutôt que de la perdre et de la laisser aux Mexicains. Les Mexicains, s'ils viennent aujourd'hui côté américain, exploités qu'ils sont, c'est parce qu'ils ne peuvent plus produire pour leur famille. C'est ça qui est important. Et demain, demain, c'est la vraie question. On est tous des migrants. Comment on fait pour vivre ensemble ? Toi qui es l'historien qui a vu dans l'histoire des points positifs quand même, non ? Mais l'histoire démontre qu'on sait, on a déjà donné la réponse. La France est un pays d'immigration depuis au moins 2 siècles et demi. Et un pays qui a parfaitement digéré ces différentes vagues d'immigration. Qui sait aujourd'hui qui descend en fin de compte des Belges en France ? Ça arrive au 19e siècle, tout le monde a oublié. L'Amérique est un pays d'immigration. Des Bretons ? Qui sait que Clovis ne parlait pas français, que Louis XIV parlait un français qui serait incompréhensible aujourd'hui. C'est pour ça que je dis ça. On ne rigole pas avec ça, ça prouve que ce pays a à la fois intégré ses marches régionales, a intégré les différentes vagues d'immigration, a intégré aussi des récits de conquête, ce que tout le monde oublie, très compliqué, mais parce qu'on oublie toujours les leçons de l'histoire pour arriver à gérer le présent. Et en fait, on sait faire. La question n'est pas de savoir si on sait faire. Le débat, il n'est pas sur l'intégration, sur l'immigration, sur l'assimilation, pas du tout. Le débat aujourd'hui, il est comment des politiques instrumentalisent ce sujet-là autour de la peur identitaire. Parce que la peur identitaire, c'est quelque chose qui est complexe, mais qui existe dans nos sociétés. Avoir peur de l'autre, avoir peur de perdre son identité, avoir le sentiment que son pays perd
ce que l'on croit être son essence. Tous ces enjeux-là sont très importants parce qu'ils fonctionnent dans l'esprit de l'individu. Comme s'il fallait être aussi conservateur et en même temps ouvert au monde. Et en fin de compte, si les politiques, quelque part instrumentalisent tant la question de l'identité, c'est peut-être que parce que nous, les démocrates, on n'a pas assez parlé de ces enjeux-là, on n'a pas assez essayé d'expliquer les choses, on n'a pas assez transmis ce qu'était notre identité collective, et que justement, on n'a pas expliqué que dans notre histoire, on avait des preuves incroyables d'un respect partagé. Merci. Alors juste encore peut-être donc François Mitterrand, le dernier empereur. Il y a peut-être une question qui est importante aujourd'hui à propos de De Gaulle. Fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a le général Leclerc qui va défiler avec ses troupes sur les Champs-Élysées. À ce moment-là, pour le vivre ensemble, le général De Gaulle aurait pu faire quelque chose de très très important. Ah, tu parles du défilé, toi, là ? Je parle du défilé où ça on a, grosso modo, pour faire ça... ça... c'est même avant le défilé. Juste en 2 mots pour expliquer à tout le monde. Sous la pression des Américains et des Anglais, on va demander à des soldats africains et maghrébins, et même à des pieds noirs, d'enlever l'uniforme qu'ils avaient depuis la conquête et le débarquement en province et la libération de la France, pour laisser la place à des soldats métropolitains, pour faire ce qu'on va appeler blanchir les régiments français. Il fallait d'une certaine manière avoir des régiments blancs pour libérer la France. Il fallait démontrer au monde que la France n'était pas libérée par l'Afrique. Il fallait aussi répondre à travers ça aux pressions des Anglais et des Américains qui avaient des armées de ségrégation. Et au final, c'était aussi pour De Gaulle, d'une certaine manière, de démontrer qu'il dirigeait une armée métropolitaine et non pas une armée africaine qui aurait libéré la France. Et tu as raison. 1, on a blanchi les régiments. 2, on ne leur a pas permis de libérer Paris. 3, ils ont été peu présents, même si certains ont été présents avant la libération. Et d'une certaine manière, il y a eu cette volonté de faire oublier que l'Afrique, à un moment, était à 85% une armée composée d'Africains qui, en Afrique, avec les France libres, ont libéré le territoire national. Et je te rappelle que les 2 premières capitales avant Paris, pendant la guerre, Brazzaville. Et Alger. Bien sûr. Non, mais pourquoi je disais ça ? Parce qu'en fait, De Gaulle, comme à l'époque à Eisenhower, peut-être que je me trompe, non, c'était à Eisenhower, avaient besoin tous les deux de montrer que les négros aux États-Unis, ou pour les Français, tous les blacks, arabes, etc., des bicots de l'Empire, ils avaient besoin de conserver leur empire. Tout à fait. C'était ça, en fait. La vraie question, c'est pour conserver l'esclavage aux États-Unis, l'empire en France, et redémarrer... La ségrégation aux États-Unis, plutôt, et oui, le colonialisme en France, même si on les a ripollinés, avec l'Union française, par exemple, pour le cas français, ces pays ne s'imaginaient pas continuer et perdurer sans la ségrégation pour les Américains, qui étaient encore pratiquement dans l'armée américaine, et sans garder l'Empire. D'ailleurs, le 8 mai 1945, date de libération du territoire national, la France ira en Algérie, dans le Constantinois, mater très violemment et pendant plusieurs semaines une révolte, dans le Constantinois à Sétif, Kheralta et à Guelma, et en même temps, ira bombarder Damas et faire 5000 morts pour garder les mandats du Syrie et du Liban, que nous allons perdre quelques mois plus tard. Madagascar, 47. Macron a reconnu un petit massacre. Oui, c'est quand même combien de morts ? On estime entre 60 000 et 90 000 morts. Une mission va être lancée dans les jours qui viennent pour définir sur les événements de 47-48 à Madagascar le nombre exact de morts et surtout l'enchaînement. Et une chose qui est peu connue, nous avons arrêté à ce moment-là 3 députés qui ont été, malgré leur immunité parlementaire, mis en prison et condamnés à mort. C'était les 3 députés de Madagascar de l'Assemblée nationale française. Enfin, on l'a fait récemment avec un représentant kanak. Condamné à mort. Non, pas condamné à mort, mais exilé. Exactement. Donc, c'est une vieille pratique coloniale, moi. C'est pour ça que je précise. Depuis la reine Ranavolo, depuis Abdelkrim. Résultat, on ne pensait pas qu'aujourd'hui, ces vieilles pratiques coloniales pouvaient encore exister. Mais tu n'as pas assez lu mes livres. Si tu avais lu mes livres, tu saurais que ces vieilles pratiques coloniales peuvent encore perdurer et exister. Donc, on va donc préciser, lisez Blanchard, parce qu'il n'écrit pas seul, il écrit avec des experts qui sont justement tous dans leur domaine légitimes. Et donc c'est important, si vous voulez connaître par exemple sur l'immigration, l'histoire, Blanchard, si vous voulez. D'ailleurs, il y a Noireau aussi, ton collègue qui s'appelle Noireau. Si vous voulez connaître l'histoire de l'Orient, qui est une construction coloniale, on est d'accord ? Tout à fait. Voilà, sur l'image coloniale, lisez Blanchard. J'exagère à peine, mais c'est vrai que c'est important aujourd'hui, comme Benjamin Stora, qui a beaucoup documenté la guerre d'Algérie. Il y a des gens qui prennent des risques, parce que c'était pas simple à une époque
de travailler sur ces sujets-là, de faire témoigner aujourd'hui aussi des gens qui ont vécu ces histoires-là, parce qu'il y a des vraies réticences, il ne faut pas l'oublier. Donc merci Pascal pour tous ceux qui collaborent avec toi à ce travail. Je vais remercier évidemment tous ceux qui nous ont permis d'être là toute la journée, puisque nous allons clore cette grande journée de radio. Alors Nicolas, Mystique, Alain, pardon, évidemment... Ah, ça y est. Émeric, merci Émeric. Tous ceux qui travaillent avec nous, évidemment, avec les petits débrouillards, François, Mustapha, enfin bon, je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, merci parce que c'est un énorme travail. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur le Moment Média, c'est sur YouTube, sur Facebook, sur en gros tout LinkedIn. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous avez compris la tonalité. On travaille en collectif justement pour essayer de donner des éléments, de la documentation à tous ceux qui ont envie de mieux voter demain. Merci à tous et bonne fin de soirée. Et lisez des livres. Lisez des livres. Alors, vous avez réfléchi? C'est le moment, c'est notre. Rien d'autre à faire pour le moment? Putain, je suis en train de devenir